Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, lancement de la revue annuelle du plan de travail au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Les activités prévues pour durer 2 jours sont lancées ce mercredi. Il s'agit d'une rencontre participative entre les différents services du département pour l'atteinte de meilleurs résultats. À Glasgow, l'Union progressiste s'élargit avec l'entrée massive de conseillers communaux FCBE et de l'Alliance éclaireur. Les nouveaux membres UP se sont officiellement engagés à œuvrer désormais sous la bannière du Baobab. Cette cérémonie d'adhésion a été l'occasion pour les organisateurs de présenter leurs vœux de l'année 2020 aux militants. Et pendant ce temps, la commune de Soava bénéficie d'une passerelle baptisée Passerelle de l'avenir. C'est un ouvrage construit pour les populations de Hégué commun. Il s'agit d'un projet du groupe de solidarité et d'appui au développement endogène avec l'appui de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. À l'université d'Abomey-Calavi, l'école doctorale pluridisciplinaire et espace culture et développement a repris ce mercredi scientifique. Le premier de la nouvelle saison a eu lieu ce matin avec une communication développée par le professeur Brice Sessin, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Au cœur des échanges, la formulation et le test d'hypothèses de recherche scientifique en biologie, écologie et environnement. Reportage. La recherche Devant une assistance composée majoritairement de doctorants, Brice Sessin planche sur un thème méthodologique pour les jeunes chercheurs. Formulation et test d'hypothèses de recherche scientifique en biologie, écologie et environnement. Je suis d'abord parti du fait que l'hypothèse s'impose à tout individu qui veut lancer un projet de développement, un projet de recherche scientifique. Parce que c'est une meilleure manière de tester les questions que l'on se pose suite à des constats, suite à des observations, à des faits. Et quand vous posez très bien, vous formulez très bien vos idées sous forme d'hypothèses, c'est beaucoup plus facile de convaincre aussi quelqu'un que les résultats ont été atteints ou non. Et ce thème choisi pour la séance inaugurale de cette nouvelle saison de Mercredi scientifique répond à une préoccupation ici, à l'école doctorale pluridisciplinaire, espace, culture et développement. La formulation des hypothèses pose un grand problème dans la rédaction des thèses aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'hypothèses, des objectifs, de la méthodologie, c'est la base même de la science chez nous. Pour étayer ses propos, l'orateur du jour a fait référence à des thématiques qui font encore l'actualité. L'exemple de la corruption. Lorsque réellement on a des outils pour faire appliquer les sanctions, eh bien, on parvient à faire chuter la corruption à un niveau relativement bas. Ça, c'est une hypothèse de travail. Et vous voyez, alors cette idée aurait pu être opposée à, dans un système où il n'y a aucune politique de sanction, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme résultat par rapport au taux de corruption? Je peux dire, c'est très bon de disposer de bons outils pour pouvoir frapper très fort ceux qui sont corrompus et ce faisant, les résultats que j'ai obtenus, eh bien, il y a une nette diminution de la corruption. Voilà comment on peut partir d'une hypothèse et résoudre facilement un problème de société. Des problèmes de société, cette initiative en a résolu et toujours à partir des thèmes méthodologiques. Il y avait un thème qu'on a développé sur les énergies renouvelables et la mairie de Cotonou était invitée. Et la préoccupation de la mairie, c'était de l'aider à appliquer ces résultats-là au niveau des feux tricolores. Et actuellement, d'autres personnes l'ont fait déjà. À Cotonou, vous avez vu, il y a à Sainte-Rita, vous avez des feux tricolores qui sont alimentés par les panneaux solaires. Une avancée dans l'objectif visé par ce lieu de savoir qui entend partager avec les gouvernants les résultats de ces recherches. Désormais, le rendez-vous est mensuel ici avec des thèmes tout aussi utiles les uns que les autres pour la société. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé ce mercredi matin la revue annuelle de son plan de travail. Prévue pour durer 2 jours, cette activité se veut participative entre les différents services du département et vise à procéder à une reddition de comptes au titre de l'année écoulée avant de projeter en vue d'atteindre de meilleurs résultats, suivant le compte rendu.
En face des travailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps fait le point estimatif des activités accomplies en 2019. Ainsi, le taux d'exécution physique au PTA au 31 décembre 2019 est de 69,45%, contre 74,02% en 2018, ce qui affiche une diminution de près de 5 points. Quant au taux d'exécution financière, il est de 67,09%, contre 65,68%, base ordonnancement. Je répète encore que le taux d'exécution financière est base engagement 67,69% et 65,68% base ordonnancement, compte respectivement 73,88% base engagement par rapport à l'année dernière et 61,37% base ordonnancement. Au rang des réformes menées l'année dernière, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a poursuivi entre autres avec réussite l'assainissement du sous-secteur des établissements privés d'enseignement supérieur, le maintien de la gratuité partielle des formations, le renforcement des infrastructures universitaires et la réhabilitation progressive du secteur de l'innovation technologique. Le personnel est appelé à maintenir le cap. Je voudrais donc vous féliciter pour ce travail d'ensemble qui a été fait, même si, de façon globale, une contre-performance semble se dégager. C'est pour cela que nous sommes là, puisque nous sommes déjà informés de ce qui n'a pas marché et nous devons maintenant intégrer ces paramètres dans nos planifications pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Ardeur, travail et célérité dans le traitement des tâches assignées. C'est le leitmotiv de la ministre de l'Enseignement supérieur en 2020 pour permettre à son département de produire du résultat malgré les contraintes parfois pesantes des procédures administratives. Ceux qui résident à Cotonou et environ l'ont certainement constaté très tôt dans la matinée de ce mercredi, le brouillard était épais. Difficile de voir à plus de 100 mètres, ce qui a rendu la circulation plus ou moins difficile pour les usagers de la route. Comment les populations ont-elles vécu ce phénomène naturel et que peut-on retenir de ce changement brusque du climat? Élément de réponse dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Assiamo Kani. Une matinée spéciale ce mercredi 29 janvier à Cotonou, avec une nature sombre empêchant même la bonne circulation des motocyclistes et automobilistes. On observe ce phénomène qui est un peu inexplicable et cela complique un peu la circulation et nous empêche souvent de voir ce qui vient devant nous ou ce qui est derrière nous. Vraiment, ça nous perturbe vraiment. De l'un ne voit pas. Et ça nous frappe comme si c'est de la pluie qui tombe. Ce fait naturel qui s'observe amène certains usagers à prendre leurs dispositions avant de quitter leurs maisons respectives. D'autres, par contre, circulent librement mais avec des précautions. Dans ces conditions, nous essayons de rouler tout doucement en faisant attention bien sûr à ce qui est à côté, à gauche ou à droite, afin de ne pas nous heurter les uns les autres. Et je nettoie régulièrement mes verres parce que ça agit sur mes lunettes. Ça brouille la vision au fait. Et quand ça brouille la vision, là, j'ai mal aux yeux. C'est un phénomène qui symbolise le changement d'une période à une autre, selon le scientifique en climatologie. Le professeur Placide Clédio explique tout de même qu'il n'y a pas question à s'inquiéter puisque le brouillard disparaît de la nature aussitôt que le soleil apparaît. Après la période d'Amantan, ce qui suit, c'est la mousson, donc avec la saison des pluies. Mais l'intermédiaire entre la mousson et l'Harmattan, c'est le temps de brouillard que vous avez observé. Donc avant que l'Harmattan ne parte totalement, il y a ce temps de brouillard intermédiaire là qu'on enregistre et ça fait place maintenant au temps de pluie. En attendant donc la disparition totale de ce brouillard, la population béninoise devra se conformer aux exigences du climat. Et Placide Clédio invite les citoyens à plus de vigilance en matière de conduite.
Nous ferons à présent une descente dans l'un des quartiers phares de l'arrondissement de Godomè dans la commune d'Abomey-Calavi. Des populations de Dekungbe se plaignent des caniveaux à ciel ouvert devenus de véritables dépotoirs sauvages d'ordures, ce qui crée d'énormes désagréments aux riverains. Pendant que certains dénoncent l'incivisme des populations, d'autres accusent la mairie d'Abomey-Calavi qui, selon eux, ne joue pas convenablement son rôle de garant de propreté dans la localité. Si vous êtes à table, veuillez bien nous en excuser parce que les images qui vont suivre risquent de vous faire perdre l'appétit. Reportage. Des caniveaux à ciel ouvert, un véritable piège pour hommes. À ce décor dangereux s'ajoutent les détritus de tout genre, combinés aux eaux usées et stagnantes. Bienvenue à Dekungbe, l'un des quartiers phares de l'arrondissement de Godomè. Ici, l'insalubrité règne en maître. Les gens tombent régulièrement dans les caniveaux. Nous sommes tout le temps envahis par des mouches et des moustiques. Des odeurs suffocantes drainent tout le temps des mouches dans nos ateliers. Nous n'arrivons même plus à bien respirer. Les enfants tombent dans les caniveaux. Il faut que les autorités procèdent à leur réfection parce qu'ils génèrent beaucoup de moustiques. On a beau parler, on a demandé même à la mairie partout de venir voir. L'eau ne coule même pas. Lorsqu'il pleut là, c'est fini. Tous les fonds, toutes les maisons sont inondées. On ne comprend pas. Si pour les uns, cette situation est la conséquence de l'incivisme des populations elles-mêmes, pour d'autres, par contre, la grande responsabilité incombe à la mairie d'Abomey-Calavi qui non seulement a laissé les caniveaux ouverts, mais peine également à les curer régulièrement. Les gens viennent déverser les ordures dans les caniveaux nuitamment. Si nous les fermons, ils viennent aussitôt les ouvrir. Le caniveau étant à ciel ouvert à plein temps, les passagers ont l'habitude d'y jeter des déchets, ce qui génère des mouches indésirables. L'incivisme aussi est dedans, les ordures, ils versent dedans, on a tout dit, on sensibilise. Tout de suite, quand tu tournes d'eau, tout de suite, il met encore l'eau, il met encore des ordures dedans. Les caniveaux sont aussi ouverts, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est au moins fermé, ce serait bon. Interpellés, les autorités communales avouent leur impuissance face à l'incivisme des populations. Mais elles rassurent quant à leur mission de curage des caniveaux. C'est une opération que nous faisons au moins 2 fois là. Une fois avant la saison des pluies, juste avant le démarrage de la saison des pluies. Et après, puisque nous avons 2 grandes saisons, nous en faisons encore une après, avant la petite saison. Actuellement, les dispositions sont en train d'être prises pour enclencher, à partir du mois de février, le curage des caniveaux. Mais entre-temps, entre 2 curages, si les populations sortent de quelqu'un, un citoyen dont la maison est à côté d'un caniveau, sort de sa maison et vient déverser des ordures dedans, vient déverser des eaux usées dedans, vous voyez le problème que cela pose. Le seul moyen que la mairie a aujourd'hui, c'est de pouvoir sensibiliser la population. Parce que c'est de l'incivisme. Aujourd'hui, c'est des biens publics. Et les biens publics, ça nous appartient à nous tous. Nous devons tout faire pour que des milliers de francs qui ont été investis pour pouvoir construire ces trucs-là, nous devons tout faire quand même pour les garder en état, pour que de façon pérenne, nous puissions l'utiliser. Entre plainte et indignation, les populations ne savent plus à quel sein se vouer. Certains riverains préfèrent prendre leur destin en main pour nettoyer leurs devantures afin de réduire les nids de moustiques et l'odeur suffocante qui envahit leur maison. J'ai beaucoup dépensé dans le but de trouver une solution à ces caniveaux. 30 minutes avant votre arrivée, j'ai encore remis de l'argent à un proche pour qu'il m'achète de quoi les fermer. On a du mal à respirer à cause des odeurs nauséabondes qu'ils dégagent. Ces actions éparses sont devenues monnaie courante à Dekungbe. Mais pour la plupart des riverains, l'on continue d'espérer la prompte réaction de la mairie pour corriger l'image de ces caniveaux devenus de véritables réceptacles d'ordures de tout genre. Alors à présent à Glazoué, où des conseillers communaux FCBE de l'Alliance éclaireur ainsi que quelques chefs d'arrondissement ont rejoint la barque de l'Union progressiste. La nouvelle a été annoncée ce dimanche lors d'un rassemblement présidé par des leaders du parti du Baobab. La cérémonie d'adhésion a été l'occasion pour les organisateurs d'échanger avec la base les bons vœux pour la nouvelle année 2020. Imet Elena Mousso pour les détails. Sortie politique de la session Glazoué de l'Union progressiste.
Les leaders communaux du parti du Baobab ont échangé avec les militants et avec l'ensemble de la population les vœux de bonne santé et de prospérité pour la nouvelle année. La cérémonie garde aussi en toile de fond la remobilisation de la troupe pour la bataille des élections communales et municipales prochaines. Des consultations électorales que les leaders souhaitent paisibles et conviviales au regard de ce qu'a été les législatives d'avril 2019. Nous nous sommes retrouvés, disais-je, pour clarifier certains points, à savoir tout ce qui s'est passé pendant les élections pour nous dire et pour prendre l'engagement solennel de plus jamais ça à Glazoué. Nous avons été repérés comme une zone de trouble. Ce n'est pas ce que le chef de l'État veut de nous. Cette révélation de la négation n'est pas chose facile qu'il faut accepter lorsque nous avons l'ambition de donner ce qu'il faut à notre peuple. Toujours dans la perspective des élections de mai 2020, la section Glazoué de l'Union progressiste accueille de nouveaux membres. Ses adhérents ont à leur tête plusieurs conseillers communaux et chefs d'arrondissement. Ces derniers ont déclaré leur démission des diverses formations politiques auxquelles ils appartenaient. Ils disent être fiers d'adhérer à la grande famille de l'Union progressiste et promettent s'activer pour l'enracinement du parti dans la région. Notre exhortation va à l'égard de tous ceux qui hésitent à rejoindre la grande barque de l'Union progressiste. Pour la destination heureuse, la prospérité partagée, l'union reçue de tous les fils et filles du Bénin. Participer à un parti politique est un choix, mais lorsque vous faites le choix, ça ne devient plus facultatif. Vous vous engagez et vous assumez. Nous assumons notre choix à partir de l'instant où je vous parle. Nous avons donné notre oui à l'Union progressiste et nous nous engageons pour travailler pour que réellement on puisse hisser haut l'étendard de l'Union progressiste dans la commune de Glazoué. Dans le camp d'accueil, on salue la décision et le geste des nouveaux venus. La garantie d'une franche collaboration leur a été donnée, ainsi qu'une parfaite confiance pour porter les idéaux de l'Union progressiste. Chers récipiendaires, je transmettrai votre adhésion, vos déclarations au président de l'Union progressiste et acquis de droit pour que ce que de droit soit fait envers vous, pour que désormais on puisse comprendre qu'à Glazoué, nous ne nous amusons pas. La famille progressiste de Glazoué ne dort pas. Et c'est ça qui s'est traduit aujourd'hui. Tout doucement. C'est la dynamique de la réussite des prochaines élections qui est lancée. Les compères du moment doivent s'accorder pour la concrétisation de leur promesse de faire de la 10e circonscription électorale un bastion inattaquable du parti du Baobab. Politique toujours, installation des coordinations du Mouel Bénin. Jacques Ayadji et son équipe ont installé les démembrements du bureau exécutif national du parti dans la commune de Ouessé et dans l'arrondissement de Ouédémé à Glazoué. Le président du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin a saisi l'occasion pour entretenir les militants sur des sujets relatifs à la vie du parti. Reportage. Pour le rayonnement du regroupement, l'heure est à la mobilisation au parti mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Au contact des militants dans les collines, la délégation du bureau exécutif national est allée les rassurer. Jacques Ayadji et les siens ont profité pour installer la coordination communale de Ouessé et celle de l'arrondissement de Ouédémé dans la commune de Glazoué. Les équipes installées sont à dominance jeune, ceci en respect aux orientations du parti. Vous aurez constaté les membres de la coordination, il y a plus de 90% de jeunes. Il y a des jeunes qui sont vraiment dynamiques et qui veulent remplacer la classe politique. Et nous promettons de nous battre bec et ongle, de nous donner corps et âme pour décrocher la victoire. Nous avons un sang frais, nous sommes du terroir et nous connaissons les réalités de la commune. Les résultats seront là et ils vont nous parler. J'ai connu des partis politiques dans les collines ici, mais pas de la même manière que ce que je suis en train de vivre en ce moment. J'ai choisi d'être de Mouel Bénin, de soutenir Mouel Bénin, d'agir de façon active au sein de Mouel Bénin pour que le parti s'enracine
véritablement sur toute l'étendue du territoire. La tournée démarrée au crépuscule s'est poursuivie tard dans la nuit. À chacune des étapes et avant de procéder à l'installation officielle des coordinations, la délégation a entretenu les militants sur divers sujets relatifs à la vie du parti. Il s'agit notamment de la participation manquée aux dernières législatives, les dispositions prises pour corriger le tir et les stratégies à déployer pour les prochaines consultations électorales. D'autres préoccupations des militants à la base ont aussi été abordées et analysées. Jacques Ayadji et son équipe ont profité pour se remémorer certains principes chers au parti, principalement le devoir de franchise et de vérité. Je viens ici pour dire aux gens comment nous allons nous organiser pour compter, pour que les collines comptent, pour que le Koufo compte, pour que le parti Mouel Bénin, qui est un parti de jeunes et de femmes, pour que la jeunesse et les femmes comptent dans les prises de décision du pays. Je ne peux pas, ce faisant, utiliser des voix déguisées, des voix malhonnêtes pour faire campagne. Dans les collines, le Mouel Bénin se prépare donc pour la prochaine bataille électorale. Chaque acteur du parti est appelé à rester vigilant, déterminé et surtout à réfléchir à des stratégies qui vont permettre d'hisser la formation politique au rang des meilleurs. Après Ouessé et Glazoué, cap a été mis le lendemain sur d'autres localités pour le même exercice. La commune de Soava vient d'enregistrer la construction d'une infrastructure baptisée Passerelle de l'avenir, un ouvrage construit dans l'intérêt des populations de Aigué-Comès. C'est la concrétisation d'un projet du groupe de solidarité et d'appui au développement endogène avec l'appui de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. L'ouvrage a été mis en service ce mardi. Idrissou Boukari. La fête est belle au village et le spectacle est bien beau. C'est dans cette ambiance des grands jours que les populations de Soava accueillent l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne avec sa délégation, avec à leur côté le président du GESAD ONG, groupe de solidarité et d'appui au développement endogène. André Todje, par ailleurs premier adjoint au maire de Soava, l'homme grâce à qui Aigué-Comès bénéficie de cette passerelle dont la mise en service a mobilisé tout le village. D'abord les bénédictions du représentant des sages, puis la coupure du ruban pour inaugurer l'ouvrage. Comme le dit Isaac Newton, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ni de passerelles. Ce n'est pas tous les jours que l'on inaugure un pont ou une passerelle dans la commune de Soava. Cela n'arrive qu'une fois par an peut-être. L'objectif donc de la passerelle que nous mettons en service ce jour est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations, en l'occurrence des élèves, des femmes, des malades de véquilles et de gambiers, par un accès facile au collège, au centre de santé et au marché. Traversé par la rivière et le lac Nokui, Aigué-Comès est le village carrefour entre plusieurs localités de la commune de Soava, mais la mobilité de ses habitants n'est pas aisée. C'est le village qui abrite la seule radio communautaire dont dispose la commune. La réalisation de cette passerelle vient donc connecter Aigué-Comès à d'autres villages. En tant que diplomate, on pourrait dire de manière métaphorique, la diplomatie consiste en construire des ponts sur lesquels les peuples, les populations peuvent se rencontrer pour leur bien-être, pour le commerce, pour l'échange. C'est en quoi consiste la diplomatie et c'est en quoi consiste aussi notre coopération. Je crois maintenant vous n'aurez plus une excuse en prétextant d'avoir des bras et des pieds mouillés, de ne pas faire enregistrer les naissances à la mairie, de ne pas envoyer les filles à l'école et de ne pas rencontrer les journalistes de la radio et de s'informer de ce qui se passe au pays et ailleurs. La passerelle de l'avenir est la 8e sur le financement de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne et grâce au dynamisme du président du GESAD ONG.
Les bénéficiaires ont promis d'en faire un bon usage et attirent par la même occasion l'attention des donateurs sur d'autres besoins, à savoir la construction des écoles et des centres de santé pour le bien-être des populations lacustres de Soava. Le Bénin accueille du 1er au 29 février 2020 le mois de l'histoire des Noirs. C'est un événement institutionnalisé aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada depuis plusieurs années. Mais au Bénin, c'est la première fois que le mois de l'histoire résonne dans les cœurs. Il s'agit d'une rencontre d'envergure qui place au cœur du mois de février l'Afrique et sa descendance, et qui va d'ailleurs drainer plus de 500 participants autour de la commune d'Abomey-Calavi qui accueille l'événement. Nous allons suivre la promotrice de Africa Mondo qui nous donne plus d'explications sur ce grand rendez-vous du mois de février. Le mois de l'histoire des Noirs est né donc aux États-Unis en 1970, a été officialisé par le gouvernement en 1976. Ensuite, ça a traversé les frontières pour aller donc au Royaume-Uni. En 1987, ça a été déclaré officiellement. Ensuite, c'est retourné en Amérique, mais cette fois en Amérique du Nord, au Canada, pour que ça puisse être déclaré en 1995 officiellement. L'afrodescendante que je suis, originaire de la Guadeloupe, est loin de maîtriser effectivement toute la richesse identitaire de l'Afrique et vice-versa. Donc ne pas nous connaître nous-mêmes, ça crée des frustrations. Donc c'est bien sympathique de dire aux Caucasiens, de dire aux Québécois, de dire aux Français, enfin bref aux Américains, dans leur ensemble, qu'il faut connaître l'histoire des Noirs, etc. Si nous-mêmes ne connaissons pas notre histoire, comment peut-on demander le respect aux autres? C'est tout le mois de l'histoire des Noirs, c'est du 1er au 29. C'est une richesse à la fois identitaire, culturelle, mais économique. Nous attendons massivement la population béninoise le 1er février, donc samedi qui arrive là, à l'embarcadère d'Abomey-Calavi, où cette inauguration qui commence à partir de 10h, il y aura un spectacle, mais pas un spectacle, c'est vraiment un spectacle identitaire. Mais il y aura des chants des enfants, des chants poignants, il y aura des discours poignants de personnalités et des gens qu'on ne soupçonne pas au Bénin. Et la dernière activité très importante pour nous, c'est le 29, la clôture du mois de l'histoire des Noirs qui accueille la 2e édition du concours international Femmes Noires Inspirantes. La première édition a eu lieu l'année dernière où le Bénin était à l'honneur. Ça s'est passé donc au Canada où ça a eu un succès fou. On a une vingtaine de candidates. Bien sûr, il y en a plusieurs qui sont du Bénin parce que c'est le pays hôte qui reçoit. Donc forcément, il y a plus de candidatures là. C'est pour honorer, valoriser les femmes, les promouvoir, les femmes noires dans le monde qui impactent positivement leur communauté. Et donc on a une vingtaine de finalistes et on verra quelles sont les 10 lauréates qui seront amenées pour cette année 2020 à poursuivre leur œuvre dans le monde et on va les accompagner. J'invite les Béninoises, les Béninois, les Africains, les Afrodescendants à participer du 1er au 29 février pour la première fois de l'histoire au mois de l'histoire des Noirs, 50 ans après les États-Unis. On ne va pas parler que de l'esclavage, on va parler de nous, on va parler du vaudou, on va parler de l'identité, de la richesse, des rois, enfin bref, des royaumes. On va parler effectivement de ce qui fait l'essence du Bénin. Vous êtes une fierté, nous sommes ensemble une fierté et les afrodescendants que nous sommes, venant de la Caraïbe, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique tout court et même de l'Europe, nous avons envie de partager avec vous et de construire le Bénin et de consolider ensemble l'Afrique. L'association Novitia met les petits plats dans les grands pour une bonne et parfaite célébration en 2021 du centenaire de l'association. C'est dans cette perspective que le comité ad hoc de réflexion pour le centenaire de Novitia en 2021 installé le 5 octobre dernier a rendu son rapport ce dimanche au président du bureau exécutif fédéral de l'association. Un rapport qui met l'accent sur la relance de Novitia et la réhabilitation économique des communautés Hula et Huila. La cérémonie de remise s'est déroulée dans la salle polyvalente de la place Novitia à Grand Popo. C'est un reportage signé Geoffroy Messon. J'ai l'estime, honneur et le bonheur de remettre à notre président le produit de nos travaux. Mission accomplie dans les délais et avec brio par les membres du comité ad hoc de réflexion pour le centenaire de Novitia en 2021. Le rapport de leurs travaux est ici remis officiellement au président du bureau exécutif fédéral
de l'association Novicha par le président du comité. Le rapport est le fruit de 3 mois de réflexion. Les auteurs sont partis de l'hypothèse de base que la superstructure est toujours tributaire de l'infrastructure et qu'il faut créer les conditions matérielles indispensables pour la pérennité de l'association. Nous avons travaillé sur 3 axes que nous avons dénommés les objectifs spécifiques. L'objectif spécifique numéro 1 a traité de l'organisation proprement dite du centenaire, en introduisant des innovations nécessaires pour redynamiser l'association. L'objectif spécifique numéro 2 est celui qui est axé sur le cadre économique que nous avons dénommé relance économique de l'ère Novicha et pérennité de l'association. Il comporte 10 éléments. C'est un peu notre discours-programme pour Novicha. L'objectif spécifique numéro 3 est celui qui assurera à Grand Popo et à sa région la visibilité et la permanence, et à Grand Popo la permanence d'une ville heureuse qui aura cessé d'être le fantôme d'elle-même. La profession de foi qui se lie à travers le contenu de ce rapport est qu'avec un cadre économique rénové et dynamique, les communautés Hula et Huida assisteront à un retour massif de leurs fils et filles partis dans les contrées voisins et lointains pour leur subsistance. J'y ai trouvé en bonne place la mention de la vision du centenaire de Novicha. Je cite: Novicha dans toutes les consciences pour la promotion des communautés Hula et Huida. J'ai également noté les principales orientations, à savoir, d'une part, le renforcement de la vision des pères fondateurs de Novicha, et d'autre part, la pérennisation de l'association Novicha. J'ai aussi découvert avec satisfaction, et ce, à la faveur du génie et de l'intelligence de ses rédacteurs, une série d'actions et d'innovations à mener. Le comité ad hoc de réflexion pour le centenaire de Novicha en 2021 fut institué le 20 septembre 2019 et installé officiellement le 5 octobre 2019. Après les différents amendements, son rapport a été validé par la plénière. L'exploitation méthodique et judicieuse, ainsi que la mise en œuvre diligente de ces recommandations nous permettront, j'en suis fortement convaincu, de réussir la préparation, l'organisation et le déroulement sans faille des manifestations commémoratives du centenaire de Novicha. Puis, d'amorcer résolument la voie de la survie de l'association et celle de l'amélioration des conditions de vie de nos communautés. Cette cérémonie a été couplée avec la séance traditionnelle de présentation de vœux de Nouvel An. Elle ouvre la voie à la 99e édition de Novicha qui aura lieu le 31 mai prochain. L'association Novicha est une organisation apolitique et non confessionnelle. Ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Prochain rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin, 22h30, heure locale, bien évidemment. Bonne soirée chez vous. Merci de rester fidèle à votre émission 90 minutes au Bénin. Sur ce plateau, un acteur politique clé de la commune d'Abomey-Calavi. Le corps électoral est déjà convoqué. La Sénat tient également son calendrier. Le gouvernement qui annonce des mesures d'allègement aux formations politiques au sujet du quitus fiscal. Franck Ressou partage avec nous sa lecture